Salut tout le monde, on est de nouveau dans l'Octogone avec Amélie Ismaili qui a participé dans ma dernière vidéo au read-checking, hein. C'était un cas très intéressant d'ailleurs parce qu'on avait voulu un petit peu regarder si Laurent Fabius avait bien, oui ou non, déclaré que le Front Al-Nosra faisait du bon boulot, je cite. Et j'ai été très frappé de voir que les fact-checkers avaient osé dire que non, avaient osé faire pondre tout un tas de billets pour déclarer que non, alors que c'était factuellement correct. Et dans ce genre de situation, quand vous avez une information sur laquelle on pratique un terrorisme intellectuel frontal parce que François Asselineau ou Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan ou d'autres intervenants, notamment au présidentiel, Mélenchon même aussi, avaient osé rapporter cette nouvelle si embarrassante pour l'ancien Premier ministre, eh bien, il est important de voir comment on obère ou pas une nouvelle. Eh ben, il n'y avait que deux solutions. Soit Laurent Fabius n'avait pas prononcé cette phrase, spoiler, il l'avait bien prononcé, soit le contexte obérait le fond, et spoiler aussi, le contexte n'obérait pas le fond. Et la cellule de read-checking, qui est présidée par Amélie Ismaili, ici présente, va vous faire un sujet dessus, mais vous voyez déjà l'essentiel de ce sujet dans ma dernière vidéo sur l'Ukraine, parce que c'est vraiment frappant. C'est-à-dire que c'est comme l'affaire de l'ami de Biden qui était membre du Ku Klux Klan et dont les fact-checkers avaient dit ah non, non, il n'était pas grand sorcier, il était que cyclope exalté, alors tout va bien. Puis c'est comme l'affaire aussi du père de Klaus Schwab, où des types sur Telegram avaient balancé des photos qui n'étaient pas son père, et du coup les fact-checkers avaient dit ah bah vu que ces photos sont fausses, tout est faux, à savoir le père de Klaus Schwab n'était pas un ancien nazi, alors qu'en fait si, le père de Klaus Schwab était un haut cadre de l'économie nazie qui avait été décoré, dont l'usine avait été décorée comme usine modèle du Troisième Reich, ça c'était factuel. Et puis en plus, il fabriquait des lance-flammes avec de la main d'œuvre concentrationnaire, donc on ne pouvait pas faire pire, et les fact-checkers étaient venus blanchir tout ça. Donc on a vraiment besoin de read-checking plus que jamais. Et voilà, il faut que de plus en plus de personnes le fassent. Au passage, j'ai parlé de Telegram, j'en profite pour rajouter un message. Toute personne qui vous vend des cryptos sur Telegram avec mon visage est un gros scam, est une arnaque. Prévenez bien tout le monde. C'est pas possible de faire plus. Là, je l'ai prévenu sur Instagram, je l'ai prévenu sur YouTube, je l'ai prévenu plusieurs fois sur Twitter. Il y a des arnaqueurs, vous savez, copier-coller la photo de quelqu'un, c'est très facile. Et sur Telegram, n'importe quel abruti peut reposter mes vidéos YouTube, se faire passer pour moi et vous vendre des, alors, je passe les noms, des Abercan Coin, des Grok Coin, des machin Coin. Ce sont des arnaques, prévenez vos amis. Voilà, cette parenthèse étant faite, attaquons l'octogone avec Amélie Ismaili. Amélie Ismaili, bonsoir et merci d'avoir compilé les dépêches sur quoi on ouvre notre octogone. Alors, bonsoir Idriss. Je voulais surtout commencer par la grande nouvelle qui est là chaque année. En fait, c'est le fameux classement PISA, où on a de nouveau la dégringolade de la France. La baisse du niveau des élèves en maths est générale et inédite dans les pays développés. Selon les résultats de cette étude PISA dévoilée ce mardi, la France enregistre un recul plus important que les autres États de l'OCDE. En mathématiques, notamment, les niveaux des élèves reculent de 21 points et de 19 points en compréhension de l'écrit par rapport à 2018. Pour les sciences, l'OCDE ne relève aucun changement significatif. Et évidemment, l'impact de la pandémie de Covid-19 est indéniable sur la baisse de la performance en mathématiques, particulièrement étudiée cette année. Comme je sais que ce sont des sujets qui te intéressent particulièrement, je voulais avoir, pour cette introduction, un petit peu tes commentaires sur de nouveau ce classement. Bah, c'est effectivement un sujet qui me fascine, l'éducation. Même si bon, notre communauté s'intéresse beaucoup à la géopolitique, il y a une dimension géopolitique à ça, c'est que la France se déclasse. On a déjà été désindustrialisé, et voir aujourd'hui qu'avec le taux de dépression qu'on a en France, avec un système éducatif comme le nôtre qui a des taux de rejet, des taux d'échec scolaire très élevés, on se dit au moins avec le maintien des castes des grandes écoles qui sont complètement inadaptées au 21e siècle, on le voit. L'affaire Polytechnique, en ce qui me concerne, l'a complètement démontré. J'ai baladé ces idiots et malheureusement, ça m'a fait plus de mal à eux qu'à moi, dans le sens où je m'en veux de les avoir humiliés, mais c'est comme ça. Enfin, ils sont venus s'humilier tout seuls. Et ce système éducatif français, bah, il n'est pas du tout à la hauteur. On nous l'a vendu comme l'école de la République. Je me rappelle de ce terme qui est en permanence cité. Et bon, bah, l'école de la République, aujourd'hui, est-ce qu'elle remplit ses objectifs? La réponse est non. Dans les tests PISA, on arrive derrière la République tchèque maintenant. Enfin, c'est absolument catastrophique.
avec des moyens colossaux, parce que quand même, le ministère de l'Éducation nationale a d'excellents moyens. Est-ce que sa bureaucratie est adaptée? Ça, j'en sais rien, mais il a des moyens. Après, ces moyens ne sont pas au plus proche des élèves. Ces moyens vont dans une super structure dont on ne sait pas trop comment elle dépense l'argent d'ailleurs, alors que ces moyens devraient aller droit aux professeurs. Je suis complètement partisan d'une augmentation des professeurs. Je suis complètement partisan d'une plus grande liberté aux professeurs aussi. On voit que tous les pays qui n'ont pas politisé leur système éducatif ont des bons résultats, à commencer par la Suisse, l'Islande, la Finlande, bien entendu l'Estonie, la Suède, la Norvège. Ce sont des pays qui n'ont pas eu d'empire colonial. Alors, sauf si on disait, bon, la Suède a possédé la Norvège à une époque, mais ce sont des pays qui n'ont pas eu de concept de mission civilisatrice. Ce sont des pays qui n'ont pas eu besoin des hussards noirs de la République, comme disait Peggy, c'est-à-dire de dire le même programme partout. Et ce modèle, en fait, fait que les profs n'ont aucune liberté, aucune marge de manœuvre pour être au plus près de leurs élèves. Et de toute façon, maintenant, on avait une fenêtre pour que les profs puissent être plus libres et rendre des comptes à leurs élèves et aux parents d'élèves, ce qui sont normalement les vraies personnes auprès desquelles les profs devraient rendre des comptes et à qui elles devraient leur carrière, les parents et les profs et les élèves, pardon. Mais malheureusement, la superstructure du ministère ne change absolument rien au fait que c'est le ministère qui les note et qui les avance. Donc, si un prof est détesté de ses élèves et détesté des parents, il avancera quand même. Si le ministère considère qu'il est bon, il avancera quand même. J'ai vu plein d'excellents potentiels éducatifs en France quitter la France parce que la superstructure de l'éducnat ne leur permettait pas de s'épanouir. Les plus connus sont Céline Alvarez, mais aussi Jean-Yves Heurtebise, que je cite souvent, qui est professeur d'université à Taïwan, alors que le type avait laissé sa chance au système éducatif français. Il était prof de lycée en philo. Et quand il s'est fait inspecter, on lui a dit que ses élèves s'amusaient, alors qu'il avait les meilleures notes au bac blanc, et ensuite il aura les meilleures notes de l'académie au bac. Et on lui dit que ses élèves s'amusent, donc évidemment, il n'a pas sa place dans cette superstructure. Donc il faut vraiment que les profs, on avait une fenêtre pour réformer l'éducation où les profs rendaient des comptes aux élèves et à leurs parents, mais ça c'est fini. Et maintenant, de toute façon, si avec la campagne de recrutement là, complètement tarée sous Macron qu'on a eu post-Covid-19, on a recruté des profs qui avaient vraiment pas le niveau et tout le monde l'a vu, eh bien maintenant on risque aussi d'avoir des profs recrutés qui soient politisés dans le wokisme, dans toutes ces idéologies qui peuvent être très dangereuses pour des enfants qui ne sont pas encore structurés psychologiquement. Et donc maintenant, la fenêtre pour donner plus d'autonomie aux professeurs est en train de se refermer. Donc je pense qu'on a raté une énorme opportunité et que le déclassement industriel de la France, il est corrélé à ce déclassement aussi de son infrastructure éducative. Oui, évidemment, puis surtout, on voit que, l'impact aussi de la pandémie a joué beaucoup là-dessus et que, finalement la désindustrialisation de la France ainsi que, la perte de souveraineté, tout ça en fait sont, quantité de conséquences en fait qui arrivent, qui finalement, aboutissent à une espèce de destruction, petit à petit de l'État français et c'est ça qui est assez inquiétant là-dessus. Et comme tu avais beaucoup parlé de l'éducation, je voulais un petit peu introduire cet octogone là-dessus. Mais on va parler un peu plus d'économie. Là, du coup, c'était juste une petite introduction. Euh, Ça me permet surtout d'aller sur la deuxième info qui est le groupe Altis qui, ça y est, a officiellement démarré son démantèlement. Donc la course au cash a démarré mardi 21 novembre. La maison mère de SFR a annoncé la cession du contrôle de ses 257 centres de données à la banque Morgan Stanley. L'opération doit rapporter 530 millions d'euros au groupe de télécom et de médias. C'est un soulagement pour Patrick Drahi et ses banquiers à la manœuvre depuis septembre dernier pour trouver repreneur de tout ou partie de l'empire chancelant afin de réduire son endettement. Alors toi qui connais bien cette affaire Altis, est-ce que tu penses que Patrick Drahi va s'en sortir sur ce sujet? Oui, parce qu'il a des appuis très haut placés. Il a déjà suffisamment siphonné les richesses de son groupe de façon légale, hein. Bon, même s'il est sous enquête, en tout cas, c'est aussi bien dans le viseur du fisc en Suisse que son bras droit, Armando Pereira, au Portugal, qui est assigné à résidence. Mais bon, enfin, c'est pire qu'Enron, hein, pour l'instant, d'un point de vue financier, pas forcément du point de vue délit d'initié, crime financier, ça ce seront aux juges de le déterminer. C'est bien pire que Vivendi. Alors vraiment, Vivendi était une blague à côté de l'affaire Altis, parce que Vivendi avait un ratio dette sur EBITDA infiniment plus sain que le groupe Altis.
C'est délirant de voir comment le groupe Altis a pu être maintenu en vie. Et en fait, on connaît déjà la réponse à la question comment ils ont pu être maintenus en vie par des fonds qui transitent, par des fonds opaques qui transitent par des paradis fiscaux. C'est la raison pour laquelle Drahi a été personnellement nommé dans l'affaire des Panama Papers. Et ces fonds opaques, ben, très certainement, achetaient de l'influence politique, puisque le groupe Altis était une machine à perdre de l'argent. La seule chose qui rapportait un peu d'argent dans le groupe Altis, c'était SFR, qui connaît d'ailleurs un boycott majeur en ce moment pour des raisons politiques. Et bon, cette vache à lait qui était SFR n'était pas capable de maintenir le groupe Altis à flot, qui perdait de l'argent avec tous ces autres investissements comme BFM TV, RMC et l'Express, qui maintenant a été redonné à l'inénarrable Alain Veil, donc qui est quelqu'un d'infiniment sulfureux, hein. C'est quelqu'un de très controversé. Alain Veil, d'abord, ses deals hôteliers, ses deals sur les fréquences TNT, et puis enfin sur les canaux TMT, et puis surtout, il a été condamné pour diffamation dans un dossier très grave où il avait quand même dit que le maire de Goussainville était fiché S, enfin laissé écrire ça dans son journal. C'était ça flirtait avec l'incitation à la haine raciale. Donc on parle quand même de gens qui sont ultra sulfureux, que ce soit Veil ou Drahi, mais qui sont protégés, qui ont des appuis en très haut lieu, parce qu'on peut acheter du soutien politique. Maintenant, vous savez bien qu'en France, quand je dis vous, c'est l'audience, hein, en France, on ne parle pas d'oligarques. Alors, on a Juan Branco qui en parle, on a Jean-Luc Mélenchon qui en parle, mais on a Marine Le Pen qui essaie d'en parler, mais on ne parle pas vraiment d'oligarques. C'est les Russes, c'est les méchants. C'est eux qui ont des oligarques. D'ailleurs, même en Ukraine, il n'y a plus d'oligarques, ça y est, hein. Depuis que l'Ukraine fait partie de l'axe du bien, il n'y a plus d'oligarques là-bas. Mais il y a des oligarques en fait en France. Et d'ailleurs, on en a bien un ancien qui commence à monter en puissance dans le monde de l'édition, qui est Monsieur Kretinsky, dont l'origine de la fortune est extrêmement opaque, et en tout cas pas très bobo-compatible puisqu'elle vient du charbon. Donc ce type a pollué la planète entière à coups de pluie acide et aujourd'hui se retrouve inséré dans le sérail médiatique français. Et bah, les oligarques en France qui contrôlent la presse sont déjà en train de se répartir l'empire Drahi, qui, encore une fois, était une des personnes les plus influentes pour avoir fait élire Macron. Il faut quand même rappeler ça. Les deux oligarques qui ont le plus fait élire Macron sont Drahi et Arnaud. Il y en a d'autres, bien sûr, mais Drahi et Arnaud. Les oligarques qui étaient dans une sorte d'opposition, alors c'est sain au moins qu'il y ait un minimum d'opposition, c'était Bolloré. Et puis le groupe Pinot, qui était plus attentiste, un peu plus réservé. Mais aujourd'hui, on a une reconfiguration. D'abord, les figures de proue de Bolloré se font attaquer, typiquement Hanouna, et son émission se fait attaquer. Et donc, aujourd'hui, on a une reconfiguration parmi les grandes familles oligarchiques qui peuvent faire ou défaire les présidents, parce qu'il y en a peu, mine de rien, des familles en France qui peuvent faire ou défaire les présidents. Il y en a moins d'une dizaine. Et on voit une reconfiguration du rapport de force. Et Drahi, bah, très certainement, va prendre une retraite dorée, payer, payer un peu de cash, soit aux impôts suisses, soit à d'autres organisations, et être autorisé à prendre sa retraite puisqu'il a, il a bien servi. Ça me fait penser à une autre info super importante depuis les 2 dernières semaines, qui est le deal qu'a passé Binance, sur lequel de toute façon je voulais faire une vidéo sur ma chaîne, mais j'en profite pour en parler rapidement maintenant parce que je voulais pas trop déflorer le sujet dans l'octogone. Mais le patron de Binance, donc CZ, vient d'entrer dans un deal avec les États-Unis où il s'est complètement couché. Et on voit en fait depuis un an des attaques colossales contre les crypto-monnaies côté américain. Ils ont flingué Terra Luna. Bon, il suffisait de leur mettre une pichenette pour les flinguer, mais ça a complètement fait s'effondrer les cryptos. Ensuite, il y a eu l'affaire FTX qui, là, pour le coup, était un montage complet de crimes financiers, de fraude à tous les étages. Enfin, on a un type qui nous avait été présenté comme un golden boy génie, etc., qui avait fait la couverture de Forbes. Et on sait combien de jeunes qui font la couverture de Forbes finissent en prison, hein. C'est pas une blague, c'est quelque chose qui arrive chaque année, avec notamment Holmes de Terranos, qui, je crois, a été condamné à 8 ans ferme pour fraude, hein, concrètement. Et là, les Américains viennent de faire une OPA sur Binance, en fait. Toutes les données de Binance vont leur appartenir. CZ part avec, un peu comme le loup de Wall Street, en mode get out of jail free, quoi. Il a sa carte. Bon, il va payer plusieurs milliards. Enfin, son groupe va payer plusieurs milliards, mais les données financières de Binance peuvent être considérées comme sous contrôle de la CIA et de la NSA, comme les données de WhatsApp, comme les données de Signal. Il faut se rappeler que Signal,
Edward Snowden avait dit que c'était une messagerie sûre. Et puis, on a vu tout dernièrement que Tucker Carlson, l'immense présentateur américain qui est passé chez X, Twitter, eh bien, il voulait interviewer Poutine et la NSA lui a dit non, vous ne ferez pas ça. Il leur a demandé comment vous avez fait. Il a dit bah, vous avez parlé de ça sur Signal. Ah, ok, première nouvelle. Donc, Signal maintenant est cassable par la NSA alors que Snowden avait dit il y a 10 ans qu'il ne l'était pas. Donc, entre-temps, ils ont travaillé. Et aujourd'hui, donc, bah, les États-Unis prennent les données de Binance et repartent avec. Et encore une fois, CZ, bon, qui n'a pas commis le quart du dixième de ce qu'a commis Drahi en termes d'influence politique, etc. Il n'a pas fait et défait des présidents, le mec. Mais CZ de Binance, ça y est, il est out. Il va prendre une très belle retraite dorée. Il était stressé, il savait qu'il pouvait être arrêté et faire 20 ans de tôle, hein. C'était sérieux. Il savait que c'est pour ça qu'il vivait un peu comme un fugitif et c'est ce que Samuel Bankman-Fried, qui aujourd'hui risque plus de 100 ans de prison, lui disait. Il disait, voilà, regardez, lui, il est même pas capable de mettre les pieds aux États-Unis. Bah, bon, ça y est, lui, il s'en sort bien. Et ben, ce que je veux dire sur l'affaire Altis, c'est que c'est la même chose en fait. Les data centers partent chez Morgan Stanley, les data elles-mêmes de SFR vont être vendues à des data brokers. Et puis, Patrick Drahi va bien s'en sortir. Il va peut-être garder quelques jouets comme sa boîte sa maison de commissaire-priseur. Là, c'est Sotheby's, je crois qu'il possède. Je ne sais plus si c'est Christie's ou Sotheby's, mais je crois que c'est Sotheby's. Donc voilà, bon, c'est très prestigieux, tout ça. Il va pouvoir passer une retraite dorée. Il a rendu de bons et loyaux services en politique. Mais le peuple doit être informé. Je veux dire, quand on a des journalistes comme Didier Maisto qui ont enquêté sur les magouilles opaques de Veil et Drahi, qui ont montré jusqu'où ça allait et qui ont même montré à quel point la justice était lente en la matière, c'est le peuple qui doit être informé. Comment un groupe a pu être laissé avec 60 milliards de dettes alors qu'il montait même pas 20 milliards de chiffre d'affaires. Et sa rentabilité, j'en parle même pas. Les bidas du groupe Altis, c'est ridicule. Enfin, les bidas consolidés de toutes les filiales du groupe Altis, bah, c'est une catastrophe. Donc, comment ça a pu être possible alors qu'on avait, pour l'affaire Vivendi Universal, Messi a été dégommé. On a De Castres et Bébéar qui sont sortis du bois, des grands parrains du capitalisme français, pour flinguer Messier et pour remettre les pendules à l'heure, parce que c'était pas possible de laisser une boîte du CAC faire autant n'importe quoi et perdre autant d'argent. Et là, on a fait un Vivendi sous stéroïde avec l'affaire du groupe Altis. Et c'est clair qu'il fallait en parler parce que les appuis politiques de M. Drahi, qu'il avait négociés en contribuant à l'élection de Macron, sa capacité d'influence, quand même, c'est BFM qui a permis de faire passer les obligations vaccinales. C'est BFM qui a fait l'opinion et qui a structuré Macron. C'est BFM aussi qui aujourd'hui structure l'opinion dans le conflit au Moyen-Orient ou dans d'autres conflits. Et cette force de frappe a expliqué la raison pour laquelle Drahi pouvait surfer sur 60 milliards de dettes sans que personne liquide son groupe. Parce qu'un patron de PME, s'il fait ce genre de conneries, s'il endette sa PME à ce point, il est liquidé direct. Il passe au tribunal. Mais pour Drahi, ce n'est pas le cas. On ne peut pas limiter le rôle à BFM. BFM a évidemment un impact important, mais après, derrière, de toute façon, c'est tous les oligarques justement des médias, notamment France Télévisions, Mhm. etc., qui ont structuré exactement le même discours. Donc, on a vraiment une porosité entre, que ce soit Drahi ou les autres actionnaires majoritaires des médias. Tout ça, en fait, c'est un petit peu un microcosme qui agit de la même manière et on a des convergences d'intérêts totales là-dessus. Et ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être quand même pour réagir à ça. Parce que d'abord, si on veut même être keynésien, après tout, la gauche aimait bien être keynésienne, bah, même sur le plan médiatique, le rôle de France Télévisions et des médias publics devrait être d'être contracyclique. Alors, ils le font un petit peu en mode service minimum, comme là, des attaques d'ailleurs très mal montées dans Complément d'enquête contre Hanouna. Bon, Complément d'enquête qui a davantage attaqué Raoult que Hanouna, donc on voit tout de suite le sérieux de la chose. Mais normalement, le service public devrait être contracyclique, donc il devrait apporter une nuance aux médias oligarchiques. Et il ne devrait pas s'entourer des mêmes chroniqueurs, des mêmes éditorialistes, des mêmes analystes. Il devrait y avoir un minimum de sérieux dans le service public pour contrer justement les médias oligarchiques, mais on voit qu'en France, ce n'est pas du tout le cas.
et que, en effet, le groupe Altis, c'est pas seulement BFM, c'était donc aussi l'Express, Libération, RMC, donc les grandes gueules, qui ont donné micro ouvert à des phénomènes comme Jérôme Marty, enfin, le type qui nous disait qu'on avait des millions d'années de recul sur le vaccin, parce que Jérôme Marty, en bon médecin, sait que si on met 3 femmes enceintes de 3 mois dans la même pièce, bah, d'un coup, il va y avoir un accouchement, puisque 3 femmes enceintes de 3 mois, ça fait 9 mois enceintes, hein, tout le monde sait ça. Et donc, en bon médecin, il était au courant, pareil, que si on fait fumer une cigarette à 1 million de personnes, il y a un cancer qui va se déclarer instantanément, puisque ça fera 1 million de cigarettes fumées. C'est logique. Eh ben, RMC donnait la parole à des gugus pareils. Et ça, c'était le groupe Altis. Donc, ils étaient là pour structurer le consensus gouvernemental, structurer la Macronie. En réalité, il faut se rappeler que le groupe Altis a été un pilier absolu de la Macronie. Aujourd'hui, ce rôle essaie d'être pris par Kretinsky ou d'autres, bien sûr. Mais Kretinsky se positionne au maximum parce qu'il est en train de, enfin, quasiment tous les, tous les grands bourgeois proches de l'Élysée, comme Enthoven ou Caroline Fourest, etc., sont sur le payroll de ce monsieur Kretinsky, dont la fortune est encore une fois très opaque, qui est un personnage ultra sulfureux et qui est un des plus gros pollueurs d'Europe, à part ça. Enfin, je veux dire, avant de polluer l'information comme il le fait, Kretinsky a pollué le ciel européen, a pollué les pluies européennes, a pollué les eaux européennes et peut-être même polluer les comptes européens si des juges voulaient bien se pencher sur son cas depuis l'origine de sa fortune très très opaque jusqu'à aujourd'hui. Ouais, et il a aussi pollué l'information comme à peu près tous ces oligarques. Alors, je vais faire une petite transition parce que comme tu as parlé justement des oligarques et de corruption, on va parler un petit peu de l'Ukraine. Parce qu'on a eu une news qu'il y aurait eu 1,5 million de dollars en BTC et en USDT saisis par la justice ukrainienne, hein, pour ce que ça vaut. Les chancelleries occidentales savaient avant la guerre que l'Ukraine souffrait de graves problèmes de corruption structurelle. Évidemment, l'invasion par la Russie n'a pas réglé le problème. Les sommes d'argent considérables envoyées par les soutiens du président Zelensky n'ont pas toutes fini dans les bonnes poches et le Bureau national anticorruption, la NABU, vient de démanteler un petit réseau de corruption qui impliquait notamment Yuri Shigol, l'ancien chef de service spécial des communications. La NABU a eu vent de l'affaire et les cryptos ont été saisis, 6,9 bitcoins, 1,3 million d'USDT et une poignée de TRX. La presse locale nous apprend que le principal cerveau de cette fraude, ce fameux Shigol, a été mis en examen et qu'il est gardé sous silence pour ne pas s'entretenir avec d'éventuels complices de l'extérieur. Aujourd'hui, on a encore une fois Zelensky qui de nouveau demande encore de nouveau de l'argent. Il y a le Congrès américain, je rajoute un petit peu cette news, qui a aussi annoncé qu'il fallait encore soutenir l'Ukraine et de nouveau débloquer des milliards d'euros en Ukraine. Et là, on voit qu'il y a de nouveau des corruptions avec même en fait la crypto-monnaie qui était censée être une monnaie sûre. Donc, je voulais avoir un petit peu ton avis sur cette affaire là-dessus. Bah, c'est assez amusant de voir que toutes les personnes qui nous ont dit que les cryptos servaient à blanchir de l'argent et à faire des fraudes sont les mêmes qui finançaient l'Ukraine, et l'Ukraine a fait de la fraude et du blanchiment d'aide internationale. Alors, dans chaque guerre américaine, et l'Ukraine est une guerre américaine, enfin, aujourd'hui, personne ne va contester ça, l'Ukraine est une guerre de l'OTAN, et à chaque fois qu'il y a une guerre américaine, il y a de la fraude et il y a du blanchiment d'aide ou du blanchiment de financement via le Pentagone ou via des financements votés par le Congrès. Et pour l'Ukraine, bah, ça n'a pas fait exception, hein. C'était le cas pour la Yougoslavie, c'était le cas pour le Monténégro, c'était le cas pour le Kosovo, qui aujourd'hui est une plateforme du trafic de drogue en Europe euh, et qui est une base américaine déguisée en État. Donc, bah, c'est le cas pour l'Ukraine aussi. Et il y a mille et une façons de blanchir de l'argent, de blanchir du détournement d'aide. On voit que, bien entendu, le scandale Burisma, dont n'ont jamais parlé BFM TV et le groupe Altis pour revenir à leur rôle dans la désinformation, le scandale Burisma qui impliquait la famille Biden, pour pas dire le clan Biden à ce niveau de corruption, eh ben, était un énorme scandale de kickback, de rétrocommission, où on avait de l'argent qui était voté par le Congrès, qui arrivait en Ukraine et qui était renvoyé sur des comptes offshore au clan Biden. Et on sait que c'est la même chose fondamentalement sur Zelensky, qui est entouré d'un clan et d'autres clans oligarchiques en Ukraine. On a vu ceux qui s'étaient payés des résidences cash au Cap Ferrat ou
ou ailleurs sur la Côte d'Azur. Et j'ai même pu m'entretenir avec des notaires et des avocats qui me disaient, vous savez, vous en France, vous en France, on ne peut pas acheter une maison en liquide. Mais par contre, quand un notaire signalait un achat de maison en liquide sur la Côte d'Azur, et ben Tracfin lui répondait, on ne peut pas faire la diligence parce que la situation en Ukraine ne le permet pas. Bah ok, donc passe gratuit quoi. Vu que la situation en Ukraine ne le permet pas de problème. Tout le monde peut payer en cash, on peut s'acheter des Bentley, des appartes à Monaco. Alors Monaco, c'est même plus Tracfin maintenant si ça vient d'Ukraine, ou en France. Donc ça m'étonne pas du tout. Ce qui devrait nous étonner, mais c'est la raison pour laquelle on fait cet octogone, comme d'habitude, bah, c'est que les médias oligarchiques vont certainement pas en parler, puisque l'Ukraine était dans le camp du bien, comme ils nous parlent pas au fait de la situation catastrophique en Ukraine. Là, ça y est, c'est fin de partie. Là. Maintenant, il faut prendre sa paume et négocier avec la Russie le plus vite possible. Beaucoup de gens dans l'entourage de Zelensky qui ont encore un cerveau et qui sont encore un peu patriotes le lui disent, mais d'autres savent pas comment se sortir de ce merdier. Et à la fin, on va se trouver un exit qui sera inventé par la CIA. Je pense pas que Zelensky sera assassiné pour le coup, parce qu'il a des appuis. Et Naftali Bennett, à l'époque où il était chef de l'État israélien, a garanti sa sécurité. Donc, c'est pas rien. C'est pas Saddam Hussein, c'est pas Kadhafi. Donc, je pense que Zelensky pourra profiter d'un exil tranquille et que sa vie ne sera pas en danger. Mais par contre, il va y avoir des purges nettes dans ce qui restera de l'Ukraine. Parce que pendant que ces types présidaient au pire casus belli avec la Russie, puisque là aussi, dans un vrai journal sérieux comme l'Octogone, on est quand même obligé de rappeler que non, l'attaque n'a pas été non provoquée, comme on dit certains médias, unprovoked attack, et comme on le voyait sur Wikipédia ou autre, c'est pas vrai. Il y a eu des casus belli. Ou alors, si vous considérez que c'était une attaque unprovoked, dans ce cas-là, considérez que les attaques israéliennes en 67 étaient unprovoked aussi, alors que les Israéliens avaient clairement dit que la situation à Suez serait un casus belli. Pareil d'ailleurs, pendant la crise de Suez, les Israéliens avaient fait savoir à l'Égypte que la fermeture du canal de Suez serait un casus belli. Donc quand vous avez une puissance qui dit ça égale casus belli, et que la puissance en face décide de le faire quand même, ça ne s'appelle pas unprovoked, ça s'appelle littéralement une déclaration de guerre. Vous donnez un casus belli à la Russie. Or, contrairement à la situation au Moyen-Orient et au cas d'Israël, la Russie est le plus grand pays du monde. Israël est un pays tout petit, donc ils ne pouvaient pas, peut-être, selon eux, se permettre d'attendre. Les Russes, eux, contrairement, se sont permis d'attendre. Ils ont attendu ils ont attendu 6 ans, plus de 6 ans, depuis 2014. Et cette grande patience, cette volonté de négocier, toutes ces ouvertures qu'ils ont laissées, n'ont jamais été respectées. On n'a jamais exploité les ouvertures diplomatiques des Russes, et ça a donné le conflit ukrainien. Donc, cette situation fait qu'aujourd'hui, les Ukrainiens s'en rendent compte, et ils savent, parce qu'ils connaissaient la corruption avant. Je veux dire, ils voyaient des mecs rouler en Lamborghini Urus au centre-ville, dans un pays dont le salaire moyen est de 300 $. C'est-à-dire un médecin qui sort d'école et qui bosse pour le public en Ukraine, il touche 375 € par mois. Donc, dans un pays où un médecin sorti d'école touchait 375 € par mois, se balader en Lamborghini Urus sur Kreshchatyk, la grande avenue de Kiev, qui est un peu les Champs-Élysées de Kiev, forcément, les gens savaient qu'il y avait de la corruption. Et forcément, ils savaient que dans les aides internationales, il y en a qui allaient se gaver pendant qu'on aurait les 500 000 morts et blessés que l'Ukraine a ramassés, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le rôle de l'Europe là-dessus, comme tu l'as rappelé si bien, c'est une guerre américaine et c'est une guerre de l'OTAN surtout. Et là, on voit qu'au niveau des réponses de l'Europe, c'est toujours pas ça. On a eu là récemment, donc ça c'est une news de 24 heures sur la planète, hein, dont on est abonné. On a appris que 10 pays du nord de l'Europe, membres de la Force expéditionnaire conjointe, la JEF, ont décidé d'activer une clause de défense prévoyant le déploiement de moyens militaires supplémentaires pour protéger les infrastructures sous-marines en mer Baltique après plusieurs incidents. Cela comprend des capacités maritimes et aériennes qui vont être déployées au cœur de la région, constituant une contribution militaire à la protection des infrastructures sous-marines cruciales, ont indiqué les ministères de la Défense des 10 pays dans un communiqué.
La JEF, pour rappeler, est une coalition de 10 pays menée par le Royaume-Uni, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède, associés autour des questions opérationnelles de défense dans le nord de l'Europe. Et pour terminer, alors je me permets d'allonger un petit peu cette news parce qu'elle est quand même assez importante. Nous devons être capables de mener ce type d'opération pour défendre nos infrastructures vitales, mais aussi pour envoyer un signal à la Russie. C'est ce qu'ont annoncé certains ministères de la Défense. Et ils ont convenu dès octobre de renforcer la sécurité en mer Baltique. Donc, je voulais évidemment avoir tes commentaires sur cette fameuse coalition. Est-ce que tu penses que l'Europe va vraiment, en tout cas ces pays, par exemple, vont continuer un petit peu à alimenter cette guerre en Ukraine qui a déjà fait énormément de morts? Et est-ce que tu penses que là-dessus, c'est plutôt un mauvais signe pour un processus de paix, par exemple? Bah, c'est sûr, parce que l'OTAN peut pas se permettre de laisser les Russes gagner. Donc, une guerre, c'est comme un procès. Quand on lance un procès, on peut le perdre. Et là, l'OTAN a perdu cette guerre. Alors, faire appel dans une guerre, c'est refaire la guerre. C'est revenir 10 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, ou avec d'autres moyens. Maintenant, plus l'Ukraine sera amputée, moins elle sera menaçante pour la Russie. Et pour tout le reste, si la Pologne, par exemple, entre en guerre avec le Bélarus, ça y est, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, c'est toujours une question de pression. Évidemment, la JEF, bah, c'est une structure de containment de la Russie, quoi, parce que le Danemark contrôle l'accès à la mer Baltique. Évidemment, les Russes ont Archangelsk, où là, ils ont des brise-glaces et des sous-marins nucléaires. Mais pour la mer Baltique, les Russes peuvent pas faire grand-chose, quoi. C'est le Danemark qui contrôle ça. Et puis, c'est quand même fascinant de voir qu'ils se présentent comme en alerte alors que c'est eux qui ont fait péter le Nord Stream. Enfin, je veux dire, c'est vraiment aucune dignité, quoi. Les types sont responsables de la destruction de l'économie allemande. L'Allemagne est en récession, la France va bientôt suivre à cause d'eux. Et ils continuent à dire non, non, la vraie menace, c'est la Russie, alors que toute l'Europe aujourd'hui bah, continue à acheter du gaz russe de façon détournée, via l'Inde notamment, mais pour maintenir à peine son économie. Mais l'économie allemande est ravagée par la perte de ce gaz russe. Et maintenant, ils viennent nous dire, ah bah non, le prochain risque, c'est un débarquement, bien sûr, hein, à Danzig ou à Hambourg, où les Russes, les hordes russes, le couteau entre les dents, vont débarquer pour occuper l'Europe. Donc, rappelons que l'OTAN n'en a rien à foutre des morts ukrainiens, mais vraiment rien à foutre. S'ils en avaient eu quoi que ce soit à foutre, Boris Johnson aurait dit à Zelensky, bah oui, négocie, parce qu'en fait, pour un petit pays à peine créé dans les années 90, euh, s'attaquer à la Russie, qui est la deuxième puissance militaire mondiale, c'est pas forcément très intelligent. Donner des casus belli sur casus belli à la Russie, quand on a vos infrastructures et vos capacités militaires, c'est un peu suicidaire. Nous, oui, on peut vous filer de l'armement, mais la vraie logistique de l'OTAN, elle n'est pas en Europe. Les usines, elles sont aux États-Unis. On a bien vu, la France n'avait pas du tout les moyens de produire des obus. On est complètement désindustrialisé. Le Royaume-Uni n'avait pas les moyens de produire des munitions. Et de toute façon, l'essentiel des munitions dont avait besoin l'Ukraine au tout début de la guerre, c'était des munitions ex-soviétiques que l'OTAN n'avait pas, dans tous les cas. Donc, on se retrouve avec une situation où l'Ukraine n'avait pas de chance de gagner cette guerre et où tout le monde le savait et où on l'a quand même envoyé au casse-pipe. Et je ne peux pas comprendre comment même l'extrême droite ukrainienne, qui est néo-nazi, soyons clairs, mais qui n'est pas forcément, comment dire, demeurée intellectuellement, quoi, a pu ne pas voir ça venir, en fait. Comment ils n'ont pas pu se dire, bon, voilà ce qui va nous arriver, ils vont jouer avec nous 5 minutes. Soit on gagne la guerre contre les Russes, soit ils nous abandonnent. Mais il n'y avait aucune chance pour eux de gagner la guerre contre les Russes et ils auraient dû le voir. Donc, soit ils étaient complètement défoncés à leur propre propagande, ce qui est sans doute le cas, soit ils étaient complètement cons. Et c'est possible aussi que ce fût le cas. Donc, concernant la JEF, la pression sur la Russie va se maintenir. Enfin, la seule chose qui peut arrêter la pression sur la Russie, c'est un effondrement de la CIA. C'est le seul scénario où on va arrêter de mettre la pression sur la Russie en Europe, c'est un effondrement de la CIA. Bon, le KGB s'est effondré, c'était le service de renseignement le plus puissant du monde. La CIA a été terrifiée par le KGB dans les années 70 et 60. Le niveau d'infiltration du KGB, et même culturellement dans la politique américaine, était très préoccupant.
Autant le macartisme avait été incapable de le gérer, c'est juste la chasse aux sorcières, avait même fait limite plus de bien au KGB que de mal, puisque le macartisme avait ridiculisé les conservateurs américains. Mais le KGB avait vraiment profondément infiltré la société américaine. Et c'était préoccupant à voir. Et il y a qu'à voir ce que disait, je crois que c'était Besnetsov, quelque chose comme ça. Donc, c'était un transfuge qui montrait comment ils avaient subverti les campus, comment ils avaient pratiqué la fameuse démoralisation, les méthodes russes, enfin, les méthodes du KGB pour démoraliser l'adversaire. Et il disait, on a atteint le summum avec vous, là. Vous nous auriez laissé, si l'URSS s'était pas effondré, vous nous laissiez là 20, 30 ans de Occupy Wall Street jusqu'à aujourd'hui, où on voyait des gens ressortir des t-shirts avec Lénine et tout. Et on vous aurait eu, quoi. On vous aurait eu. Il y aurait eu une révolution et les gens auraient marché sur la Maison-Blanche. Le niveau d'infiltration du KGB était très, très sérieux. Et puis d'un coup, il s'est effondré. Bah, le seul scénario où la Russie va être laissée tranquille en Europe, c'est que la CIA s'effondre. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. C'est difficile à imaginer en tout cas, pour le moment, une structure comme la CIA qui s'effondre. Après peut-être qu'il peut y avoir un effondrement interne. Ça bon, ça c'est entre le FBI et la CIA, il peut y avoir des dissensus qui peuvent aboutir à ça. Ouais, ou des Sans politiques, parce que la CIA, en effet, est structurée par les très, très grandes familles oligarchiques américaines. Je pense à la oui, famille Bechtel, notamment, qui a tout à fait. construit le barrage, le Hoover Dam, qui a reconstruit l'Irak avec Halliburton, etc. Et ces grandes familles-là peuvent s'effondrer. Et ces grandes familles-là contrôlent l'appareil américain. Donc, elles peuvent en effet s'effondrer, et puis l'économie américaine peut s'effondrer, la structure même du tissu américain peut s'effondrer, ce qui serait une chose dangereuse pour le monde. Mais c'est la seule situation qui pourrait effondrer la CIA, en effet, parce que le KGB, par exemple, n'aurait pas pu s'effondrer sans l'effondrement de toute la structure de l'URSS. Mmh, tout à fait. Et alors, c'est peut-être pas lié forcément à la CIA, quoique, on pourra en discuter par rapport à la NSA, mais on a Vladimir Poutine qui, lui, a, dénoncé un monopole dangereux des occidentaux sur les technologies de l'IA. Le président a dénoncé la domination monopolistique des occidentaux sur ces nouvelles technologies, des outils qui, selon lui, effacent la culture russe. Ce sont ses propos. Certains moteurs de recherche occidentaux, pour ainsi dire, ainsi que certains modèles génératifs, fonctionnent souvent de manière très sélective et partiale et ne prennent pas en compte, voire parfois ignorent et effacent tout simplement la culture russe, a déclaré Vladimir Poutine lors d'un forum sur l'IA à Moscou. Cette domination de ces développements étrangers en Russie est inacceptable, dangereuse et inadmissible, a-t-il appuyé dans une vive critique. Ces derniers mois, le président russe a rappelé son gouvernement, les grandes entreprises nationales et la communauté scientifique russe à unir leurs efforts pour développer des programmes nationaux pouvant concurrencer les outils d'intelligence artificielle occidentaux tels que le robot conversationnel américain ChatGPT. Alors, on sait qu'il y a au niveau de ces intelligences artificielles, et d'ailleurs, tu en as très très bien parlé dans plusieurs de tes vidéos, il y a un petit peu ce risque de prisme de propagande. Et on voit d'ailleurs que Elon Musk est en train un petit peu d'aller contre ça avec lui-même son propre chat GPT, en tout cas son sorte de chat GPT. Est-ce que tu penses là-dessus que Poutine est assez lucide? Est-ce que c'est une preuve d'une envie de souveraineté? Ou est-ce qu'on est toujours dans un registre finalement de guerre et de suspicion peut-être exagérée, comme pourraient le dire en tout cas beaucoup de fact-checkers, j'imagine, en voyant ce genre de nouvelles? Ouais, alors les fact-checkers, on le sait, on a ouvert l'octogone avec ça, sont le maître étalon de la superficialité. Donc, quand ils analysent quelque chose, c'est le là de l'analyse superficielle ou parfois donc frontalement mensongère, ce qui est pire que superficiel. Donc le mieux qu'on peut obtenir d'un fact-checker, c'est là une analyse très superficielle et le pire, bah, c'est, de nous dire que, par exemple, Laurent Fabius n'a jamais dit que le Front Al-Nosra faisait de l'excellent boulot. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus profond. En fait, Vladimir Poutine, en 2014 déjà, disait: «Celui qui contrôlera l'IA contrôlera le monde». Il était parfaitement conscient de ça. Il sait que la Russie a toujours eu des retards dans le digital, notamment du temps de la guerre froide, où la Russie avait des programmes de puces et d'informatique, et cetera, mais ils n'ont pas pu aller au bout pour plusieurs raisons, notamment la corruption systémique qui régnait en URSS. Mais aujourd'hui, les Russes se fournissent en puces électroniques via la Malaisie. Donc, avec plusieurs intermédiaires, ils arrivent à récupérer des puces. Alors là, il faut se rappeler les fact-checkers qui nous disaient qu'ils récupéraient des puces sur les frigos, que leurs missiles étaient
étaient équipés de puces qui venaient de micro-ondes. Ils ont vraiment écrit ce genre de conneries, hein. C'est quand même effrayant. Alors qu'en réalité, très rapidement, les Russes ont récupéré des puces de Malaisie avec des canons intermédiaires. Et la Malaisie est un des plus gros producteurs de puces mondiaux. Donc, il faut, quand on analyse Poutine là-dessus, il faut comprendre qu'il est parfaitement conscient du rôle que l'IA va jouer, que c'est la nouvelle industrialisation, qu'il y aura des pays colonisés et colonisateurs, mais la colonisation d'antan se faisait par l'industrialisation, c'est-à-dire un pays industrialisé, même s'il avait une couleur de peau différente, ne pouvait pas être colonisé, typiquement le Japon. Et un pays non industrialisé, même s'il avait votre couleur de peau, pouvait être colonisé. Et c'est typiquement ce qu'on a vu pendant toute l'époque de la mission civilisatrice. Alors, il n'y avait aucun pays africain qui était industrialisé, donc l'Afrique a été dominée colonialement. La Chine a été dominée colonialement par le Japon qui avait la même couleur de peau qu'elle, parce que le Japon était industrialisé. Donc la nouvelle industrialisation, c'est l'IA, et Poutine est parfaitement conscient de ça. Maintenant, il faut se rappeler de ce qu'a dit l'ancien patron du Mossad, Yossi Cohen. Il a parlé à l'université Tufts, et il leur a fait un petit réveil sur Poutine. Il leur a dit, vous savez, je vois différentes choses dans les médias sur Vladimir Poutine, mais il faut que vous compreniez quelque chose. Nous, notre métier au Mossad, c'est de connaître les intentions des chefs d'État. Ça fait vraiment partie de nos attributions et de ce qu'on doit faire, connaître les intentions des chefs d'État. Alors, s'il y a des chefs d'État qu'on contrôle totalement, c'est encore mieux. Évidemment, il y a plus, la meilleure façon de connaître les intentions de quelqu'un, c'est de le contrôler. Mais pour les chefs d'État qu'on ne contrôle pas, et Vladimir Poutine en fait évidemment partie, eh bien, notre job, c'est de connaître leurs intentions. Et ce qu'il faut comprendre avec Vladimir Poutine, là, c'est Yossi Cohen, l'ancien patron du Mossad, qui continue à parler, c'est qu'il est garanti d'être à la tête de la Russie jusqu'en 2036. Ça réveille tout le monde. Je veux dire, par rapport à nos tarés justement de fact-checkers qui disaient qu'il était autiste, parkinsonien, cardiaque, etc., et qu'un coup d'État était imminent si sa santé ne suffisait pas, et qui en face, les mêmes fact-checkers nous disaient que Joe Biden était lui en pleine forme et en pleine possession de ses moyens. Et je me rappelle de la sphère, de la fact-checkosphère qui clairement nous disait, quand on débunkait des nouvelles sur Joe Biden en disant non, non, il a bien dit ça, il a bien fait un lapsus, il a bien dit n'importe quoi, il a bien flatulé joyeusement devant Camilla Parker Bowles, maintenant simplement épouse du roi d'Angleterre. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'il a fait, et elle l'a rapporté. Enfin, elle a dit, ce pauvre président contrôle même pas ses fonctions physiologiques élémentaires. Alors, comment voulez-vous qu'il puisse contrôler la première puissance mondiale? Et les mêmes qui blanchissaient Biden en disant qu'il était en pleine possession de ses moyens et que c'était le chef du monde libre à son âge, nous disait que Poutine, lui, était en pleine dégénérescence schizophrénique ou que sais-je. Bon, la réalité, c'est que pour l'instant, Vladimir Poutine planifie de céder le pouvoir vers 2036 et qu'il en a tous les moyens constitutionnels. Donc, ça, c'est l'ancienne école soviétique. Il pense encore plan quinquennaux, pour le coup, même si c'est pas du tout un communiste, contrairement à ce qui a été dit, hein. Il y a une vieille aile communiste, un vieux parti communiste en Russie, mais il n'est pas puissant, et Poutine se moque d'eux régulièrement. Mais il a un côté quand même planification. Et bon, on est à l'aube de 2024. Ça veut dire que Poutine, là, il pense pour 12 ans. Et ce qu'il a lancé, c'est dans 12 ans, il faut qu'on ait, comme on a Yandex, comme on a Telegram, comme on a Vcontact, etc., il faudra qu'on ait nos propres ressources d'IA, parce que clairement, l'IA va devenir néocoloniale, surtout sur le plan culturel. Elle va imposer sa vision du monde. Et les jeunes qui vont naître en 2024, dans 12 ans, en 2036, quand Poutine cédera le pouvoir, ils se feront une idée du monde sur le successeur de ChatGPT, qui peut être Grok d'Elon Musk, etc. Donc, comme ce sont ces médias-là qui créeront la vision du monde, bien entendu, il faut les contrôler. Oui, et c'est là où le modèle libéral occidentaux a besoin de revenir, quoi, de revenir un petit peu à une vraie indépendance au niveau des médias. Mais là, Mm. ça, c'est pas gagné. Puisqu'on parlait justement d'intelligence artificielle, je reviens un petit peu sur le prisme français. On a Sanofi qui continue de muscle sa recherche de médicaments avec justement l'IA. Ils ont été malmenés en bourse depuis qu'ils ont dévoilé fin octobre un nouveau chapitre de leur plan stratégique qui s'appelle Play to Win, focalisé sur les traitements et vaccins innovants.
dans l'oncologie, immunologie, neurologie et l'ARN messager, évidemment. Le géant pharmaceutique dirigé par Paul Hudson aurait annoncé qu'il va investir 140 millions de dollars dans un partenariat de long terme avec une start-up Akemia. Lancée en 2019, cette pharmatech est spécialisée dans la recherche de nouveaux médicaments grâce à l'intelligence artificielle. Le laboratoire pharmaceutique va investir avec un partenariat de cette start-up et vont probablement exploiter largement cette intelligence artificielle pour accélérer la découverte de molécules innovantes. Alors, tu as fait récemment justement une conférence sur ce sujet, sur l'intelligence artificielle et la santé. Est-ce que tu penses que là-dessus, les pharmatech françaises ont un avenir avec, ou est-ce que on est sur quelque chose qui peut être potentiellement inquiétant? Non, et en effet, c'est bien de terminer la partie libre et publique de cet octogone sur cette information. Non, les pharma françaises sont beaucoup trop à la ramasse en matière d'IA. Alors, soit elles vont racheter des joueurs, mais à mon avis, elles vont perdre de l'argent, se faire avoir. Soit on a un génie qui, pour l'instant, dort dans les cartons, mais j'y crois pas du tout. De façon générale, donc en effet, c'est le sujet de ma dernière conf que j'ai donnée à Bruxelles, où j'ai commencé par Dendral, qui était la première grande intelligence artificielle pour faire de la recherche de nouvelles molécules, lancée notamment par Carl Djerassi à Stanford dans les années 60. Carl Djerassi, donc le père de la pilule. Et Dendral était infiniment en avance sur son temps. À l'époque, c'est le premier système expert, c'était une dinguerie. Ça permettait d'analyser beaucoup plus rapidement les clichés spectrométrie de masse et ça permettait concrètement de savoir plus rapidement ce qu'on avait dans un échantillon. Et plus tard, ça permettait de lancer des idées de nouvelles molécules. Et c'est les années 60. Donc ça a 60 ans. Dendral a plus de 60 ans maintenant. Et on aurait pu avancer à mort, c'était codé en Lisp, le machin, c'était une dinguerie, vraiment un ovni, complètement en avance sur son temps. Est-ce que les pharma françaises ont beaucoup progressé depuis Dendral? Bah, pas tant que ça, en réalité. Et en réalité, on a un besoin aujourd'hui d'innovation de rupture, pas d'innovation incrémentale sur l'IA. Et les Américains ont beaucoup trop d'avance, vraiment beaucoup trop d'avance. Ensuite, il y a l'autre phénomène qui est que le CNRS en France et l'INSERM sont des brels pour valoriser leur recherche industriellement. Ce sont des gros nuls. Ils font des discours, mais quand on a la Silicon Valley, on n'a pas besoin de faire de discours. Je rappelle hein, que quand on a développé le laser en France, donc prix Nobel Alfred Kessler, hein, pompage optique, 67, eh ben, le CNRS avait une blague. Laser à quoi? Laser à rien. La magnétorésistance géante a été développée par Albert Fert, prix Nobel en 2007, co-développée, il y a eu d'autres déposants, mais la France n'en a rien fait. Il y a pas de la magnétorésistance géante, c'est pour faire tous les disques durs SSD. Donc l'ordinateur sur lequel on échange, là, chacun de nous a un disque dur SSD, c'est une techno qui a été découverte en France. Et on n'en a rien fait. Les fabricants de SSD ne sont pas en France. Parce que le CNRS est une quiche absolue pour développer sa recherche. On pourrait avoir le plein emploi avec ce qui dort dans les cartons du CNRS, mais on ne l'a pas parce qu'il y a une culture complètement débile de ne pas valoriser la grande recherche. Et je ne parle même pas, alors, si je voulais vraiment retourner le couteau dans la plaie, je parlerais des travaux de Jean-Pierre Petit, qui est littéralement le père des missiles hypersoniques modernes, avec son travail sur les instabilités électrothermiques, aussi connu comme instabilité de Velikov, qu'il a réussi à stabiliser, et c'était le verrou technologique pour faire des vecteurs hypersoniques comme les Russes en ont fait. Et on n'en a rien fait. On commence à peine. Là, on a des essais. On est en 2024. On a des archétypes. Il a fait ça dans les années 70. On commence à peine à lancer des vecteurs hypersoniques en exploitant les travaux de Jean-Pierre Petit, qui était directeur de recherche au CNRS. Donc, maintenant, on pourrait me dire, ah oui, mais là, c'est Sanofi, c'est une boîte privée. Non, non, malheureusement, on n'a pas de cas en France où les boîtes du CAC ont été leaders en intelligence artificielle. On n'en a juste pas. Sanofi était une belle boîte. Bon, maintenant, c'est plus que l'ombre d'elle-même. Et il n'y a pas de scénario où l'IA va être, où la France va être leader dans l'IA. Elle n'a pas pu l'être dans les moteurs de recherche, elle n'a pas pu l'être dans les réseaux sociaux de première ou de deuxième génération, hein, que ce soit les réseaux sociaux type Facebook ou de type Instagram, TikTok. Donc, je la vois absolument pas être leader en IA. Je vois comme d'habitude des mecs de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et automatique, euh, prendre des grands airs, être arrogant et dire on a 20 ans d'avance. C'est littéralement ce qu'ils ont dit aux Google Boys quand ils sont venus en France, que les Google Boys dans les années 90 étaient venus à Paris, enfin Paris Saclay, Orsay à l'époque, et ils sont repartis avec leur poids en bris de mots parce que personne ne les prenait au sérieux. Et puis ensuite, ils ont créé Google.
Donc, je vais juste clore cette partie-là de l'Octogone avec une expérience personnelle. J'ai travaillé pour une société américaine qui était basée à Irvine et qui a été rachetée par BlackBerry, qui s'appelait Cylance. Et ils faisaient de l'IA, ils faisaient des antivirus basés sur des IA. Et à l'époque, des gars très sérieux que je connaissais en France me disaient que c'était de la bullshit. Ils me disaient, ah non, mais c'est de la bullshit ce qu'ils font, c'est que du marketing. Nous, on est les vrais chercheurs, on peut te dire que c'est pas sérieux, il n'y a pas de vrai IA derrière. Oui, bah, c'était les mêmes crétins qui disaient que les chatbots n'étaient pas des IA. Faut se rappeler, moi, quand j'ai commencé à donner des confs en IA, c'était en 2014, justement, la citation de Poutine était toute fraîche et je la mettais dans toutes mes confs. Et à l'époque, ce qui était de bon goût, c'était de dire, ah, mais vous savez, ma bonne dame, les chatbots ne sont pas des IA. Donc, c'était le premier truc. Si on voulait peser dans le game, il fallait dire, oui, les chatbots ne sont pas des IA. Voilà. Bon, bah, aujourd'hui, ChatGPT, bien profond, et on a Musk qui crée Grok, et on voit, c'est toujours voilà, la même débilité. Donc, je vais conclure là-dessus parce que à une époque, on disait, voilà, les réseaux de neurones, ça n'a pas d'avenir. Quand j'étais à Stanford, même les chercheurs en 2006, hein, ça remonte, hein, ils disaient, ah, mais c'est les réseaux de neurones, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire avec ça? Bah oui, mais en 2006, on ne pouvait pas en aligner plusieurs dizaines de milliards, maintenant on peut. Puis quand on va en aligner plusieurs dizaines de trillions, là, on va commencer à avoir des capacités machines assez remarquables. Et ben, au fond, les mêmes abrutis qui disaient les chatbots ne sont pas des IA ou les réseaux de neurones, ça n'a pas d'avenir, ça serait comme dire la perspective à la Renaissance, vous savez, c'est que du théorème de Thalès. Voilà. Et c'est vrai. C'est vrai, la perspective, c'est que du théorème de Thalès. Si je veux faire mon péteux et mon pédant et être un mathématicien, je dis, bah oui, la totalité de la perspective n'est basée que sur un théorème qui a 2000 ans, 2500 ans. Parce que le théorème de Thalès, c'est bien avant Thalès, hein, c'est chez les Égyptiens et les Sumériens. Donc, la totalité de la perspective est basée sur un théorème qui, au regard de Léonard de Vinci ou de Uccello, un des grands-pères de la perspective en peinture, a plus de 2000 ans. Donc oui, on peut faire ce genre de remarques pédantes, et ça ne changera pas le fait que la perspective a été une révolution intellectuelle, artistique, philosophique, et peut-être même politique, parce que le Machiavel et Léonard de Vinci étaient des amis, quoi, ils discutaient. Donc ça ne changera rien à ce fait-là. Mais systématiquement en France, on a cette attitude de rater les grandes révolutions technologiques en les méprisant, en disant ça, ce n'est que un chatbot, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. Bon, bah, Silence a été revendu pour plus d'1 milliard à BlackBerry, donc ce n'était que whatever les mecs du CNRS ou de l'INRIA pensaient. Comme les mecs de l'INRIA pensaient que les Google Boys étaient des crevards parce qu'ils faisaient juste du page ranking basé sur les citations, ce que en effet l'INRIA savait faire 10 ans plus tôt, c'est exact. L'INRIA, ça faisait 10 ans qu'ils savaient faire du page ranking basé sur les citations. Mais bon, bah, ils n'ont pas sorti Google, ces crevards. Donc, je veux rappeler ça, parce que si on a un taux de chômage aussi élevé en France, c'est aussi parce qu'à un moment donné dans la boucle, il y a eu des abrutis qui, du haut de leur arrogance, ont dit ce n'est que ça. Et c'est pour ça qu'en France, on n'est pas leader en IA. Et c'est pour ça que je ne crois pas une seule seconde à la capacité de Sanofi de faire du développement de nouvelles molécules et de nouveaux médicaments par l'IA en étant leader. Je crois complètement en leur capacité d'être suiveur, mais pas en leur capacité d'être leader. Alors attaquons maintenant la partie réservée aux abonnés.